Cela fait plus de 22 ans depuis l'assassinat de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila, aux mains de ses enfants soldats. Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation. Kabila était le chef de rébellion qui a renversé le président Mobutu du Zaïre en 1997 et restauré le nom du pays. Ce que beaucoup ne savent pas à son sujet, c'est qu'il a passé la majeure partie de sa vie en exil, qu'il s'est engagé dans le commerce illégal d'or et de diamants, ainsi que dans des plans sauvages pour renverser la dictature de Mobutu, son prédécesseur immédiat. Laurent Kabila a brièvement recruté Che Guevara en 1965, ainsi que les armées ougandaises et rwandaises qui ont contribué à l'amener au pouvoir en 1997. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Laurent Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo qui a été assassiné par ses enfants soldats. Laurent Désiré Kabila est né dans la province de Katanga, une partie de ce qui était alors le Congo belge. C'était en 1939. Il termina ses études au lycée d'Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi, en RDC, puis étudia la philosophie politique dans une université française. On dit également que Kabila a fréquenté l'université de Dar es Salaam en Tanzanie. En 1960, alors qu'il avait 21 ans, Kabila est devenu un chef de file des mouvements politiques alliés au premier ministre du Congo indépendant, Patrice Lumumba. À l'aune de l'indépendance du Congo vis-à-vis de la Belgique, le jeune Kabila était l'un des jeunes hommes brillants qui était peut-être devenu une star de la politique de son pays à l'époque. Pourtant, après l'intervention des Nations Unies et l'assassinat de Patrice Lumumba, l'armée a chassé Kabila et d'autres sympathisants dans la brousse où ils ont formé une force de guérilla. Ces jeunes Congolais ont alors formé une rébellion soutenue à la fois par les Chinois et les Russes et par une demi-douzaine d'autres pays africains. La rébellion de ce groupe de combattants a attiré l'attention des États-Unis. Les États-Unis paniquaient à propos d'éventuelles influences soviétiques dans l'Afrique indépendante. Les Américains recrutèrent des officiers belges et des mercenaires. Forcés de battre en retraite, Kabila et ses amis se sont tournés vers les Cubains et Che Guevara pour obtenir de l'aide. Alors, Che Guevara et son équipe sont arrivés à la frontière entre la Tanzanie et le Congo avec un petit contingent de guérilleros. C'était en avril 1965. Cependant, dans son journal publié en 1999, Che Guevara note le manque d'implication de Laurent Désiré Kabila dans le parti et le manque général d'organisation du groupe. Che Guevara a jugé Kabila, qui avait 26 ans à l'époque, comme n'étant pas l'homme de l'air et que Kabila était trop distrait. Cela, de l'avis de Che Guevara, expliquait que Kabila se présente parfois avec des jours de retard pour fournir des fournitures, de l'aide ou des renforts aux hommes de Che Guevara. La révolte de la rébellion de Kabila a été réprimée en 1965 par l'armée congolaise avec le soutien des États-Unis. Mobutu a pris le contrôle de la nation en 1965, a établi une dictature et en 1971 a renommé le pays Zaïre. En 1967, Kabila a fondé le Parti révolutionnaire du peuple, luttant pour établir un territoire marxiste autosuffisant dans la partie orientale du Zaïre. Ce groupe s'est taillé une enclave sur le lac Tanganyika, dans la lointaine province du Kivu. Là, les rebelles de Kabila se sont soutenus en tuant des éléphants, en faisant le commerce de l'ivoire ainsi qu'en extrayant de l'or. Ils ont également reçu une aide et un financement occasionné de la Chine et de Cuba. Les rebelles de Laurent Désiré Kabila ont également acquis une notoriété internationale en 1975 lorsqu'ils ont enlevé des étudiants américains et un chercheur néerlandais contre la rançon. Mobutu, qui contrôlait désormais fermement le pays, a ordonné à ses troupes d'entrer dans la région
et ils ont réussi à réprimer les forces de Kabila qui n'avaient d'autre choix que de se réinstaller en Tanzanie où elles se sont regroupées. Dans les années 1970, Kabila a déménagé sa famille en Tanzanie après des années à diriger le mouvement rebelle infructueux au Congo. À cette époque, Laurent Désiré Kabila était un homme recherché qui vivait discrètement en exil en Ouganda et en Tanzanie. Pendant leur séjour en Tanzanie, les membres de la famille de Kabila ont utilisé des noms d'emprunt et ont dirigé plusieurs petites entreprises, bars, restaurants et des marchés. La famille a été protégée par le gouvernement tanzanien et a déménagé de maison en maison dans les quartiers aisés de la ville pour échapper à la détection par les agents de renseignement de Mobutu. En 1979, lorsque les exilés ougandais, soutenus par la Tanzanie, décidèrent de renverser Idi Amin Dada, Kabila fut incorporé par les troupes tanzaniennes parmi plusieurs groupes armés pour acquérir une expérience de première main de la guerre moderne. Kabila est devenu proche du groupe de Yoweri Museveni jusqu'à ce qu'il se rende dans la brousse en 1980. Lors de la première rencontre entre Kabila et Museveni, Kabila aurait demandé des armes afin d'attaquer Mobutu, mais a reçu une condition qui était de ne pas opérer à la frontière entre l'Ouganda et le Congo. Malheureusement pour Kabila, l'accord sur les armes a échoué, mais Museveni a donné à Kabila une modeste contribution financière et l'a mis en contact avec la Libye pour voir s'il pouvait aider de quelque manière que ce soit sans impliquer l'Ouganda. Pendant 7 ans, en Tanzanie, Kabila aurait une brouille avec le président tanzanien de l'époque, Julius Nyerere, en raison de leur désaccord sur le mode de vie de Kabila. Nyerere a critiqué Kabila pour avoir été trop autocratique dans son mouvement de guérilla et trop impliqué dans des activités commerciales illicites. Ce qui par la suite conduit Kabila à être coupé des contacts avec les services de sécurité tanzaniens. À l'époque, en 1985, alors que Kabila vivait à Dar es Salaam, il avait été impliqué dans la contrebande d'or et de diamants, ainsi que de bois sur le lac Tanganyika. Après tout cela, Kabila a disparu de la vue publique. Pendant 15 années suivantes, il n'a réapparu qu'en 1994. Kabila n'a fait surface qu'en 1994, lorsque le Front patriotique rwandais, le FPR, a pris le pouvoir au Rwanda. Le président ougandais Yoweri Museveni a présenté Kabila au vice-président rwandais de l'époque, Paul Kagame, qui a eu un conflit aigu avec le président Mobutu à propos de réfugiés rwandais à la frontière rwando-congolaise, qui étaient retenus en otage par des milices inter-Rwandais au Congo et des miliciens Hutu qui avaient mené le génocide au Rwanda, ainsi que des éléments de l'ancienne armée rwandaise et l'ancien gouvernement rwandais. La présence des inter-Rwandais au Congo, ainsi que le soutien continu de Mobutu à ses anciens alliés Hutu, ont semé les germes d'une grande partie des bouleversements à venir et de la propre chute du dirigeant zaïrois. Les inter-Rwandais et d'anciens responsables du gouvernement rwandais ont utilisé les camps de réfugiés au Congo comme base pour lancer des attaques contre le nouveau gouvernement au Rwanda. En 1996, le Rwanda a décidé qu'il ne pouvait plus tolérer les camps de réfugiés. Les Tutsis du Sud, Kivu, appelés Banyamulenge, ont organisé un soulèvement à l'été 1996 contre le gouvernement de Mobutu. C'était avec le soutien du gouvernement rwandais. Dans la seconde moitié de 1996, l'alliance des Banyamulenge, des rebelles de Kabila, du Rwanda, de l'Ouganda et de l'Angola s'est formée pour renverser Mobutu. Voici donc les raisons pour lesquelles les différents pays et les différents groupes ont soutenu Kabila. L'Ouganda l'a apparemment soutenu comme moyen d'éliminer les groupes d'opposition ougandais à la frontière congo-zaïroise et peut-être aussi pour punir Mobutu. Et dans le cas du Rwanda, comme je l'ai dit plus tôt, il souhaitait éliminer les forces réfugiées Hutu au Congo-Zaïre et peut-être pour punir Mobutu. Le gouvernement angolais était motivé par le souhait de punir Mobutu ainsi que de porter un coup à ses opposants qui étaient les groupes séparatistes ainsi que l'unité de Jonas Savimbi. La coalition a choisi Kabila comme porte-parole
Probablement en partie parce qu'il était le plus âgé parmi les fondateurs de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL. Initialement, la direction de l'AFDL était censée être collégiale, Kabila n'étant que le porte-parole. Mais lorsqu'il a commencé à se faire appeler président de l'Alliance, d'autres dirigeants se seraient opposés, en particulier le général André Kissassé Ngwadou. Malheureusement pour Kissassé Ngwadou, Kabila s'est senti menacé pour lui et a ainsi consolidé sa base de pouvoir en organisant l'assassinat de Kissassé Ngwadou. On dit que cet assassinat a déplu au Kadogo, les enfants soldats du Congo. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ils ont assassiné Kabila en 2001. Pendant ce temps, avec la fin de la guerre froide dans les années 1990, Mobutu avait perdu une grande partie de son soutien financier occidental. Marginalisé par le nouveau système multipartite au Zaïre, ainsi que par des problèmes de santé, Mobutu a finalement cédé le contrôle du gouvernement en mai 1997 à Laurent Kabila et ses forces. Mobutu mourut en exil peu de temps après. Lorsque les forces de l'AFDL ont pris le contrôle de Kinshasa, le 17 mai 1997, elles ont d'abord été accueillies avec un accueil enthousiaste. Kabila a ensuite prêté serment en tant que président de la nouvelle République démocratique du Congo le 31 mai 1997 et a officiellement commencé son mandat de président. Se sentant menacé au cours de sa présidence, Kabila a suspendu la constitution et changé le nom du pays en République démocratique du Congo. Certains le voyaient comme une nouvelle race de leadership, tandis que d'autres le voyaient comme une continuation de l'autoritarisme et la corruption qu'il était censé remplacer. Kabila n'a pas permis aux gens de former les partis politiques qu'il voulait former, et les élections qu'il avait promises pour avril 1999 sont devenues un rêve lointain. Kabila a conservé le pouvoir de jeter en prison ceux qui osaient exiger qu'il tienne ses promesses. Il a utilisé ce pouvoir très souvent. Il a également placé son principal adversaire, Étienne Tshisekedi, en résidence surveillée. Cependant, en 1998, Kabila a autorisé une assemblée législative. Pendant cette période de libéralisation politique, ses opposants ont continué d'être arrêtés. Il n'est donc pas surprenant qu'en août 1998, certains des groupes de l'Est du Congo qui ont aidé à placer Kabila au pouvoir ont commencé à s'opposer à lui et ont commencé une rébellion contre son gouvernement, l'accusant de nombreuses violations des droits de l'homme, y compris à grande échelle. De plus, ses anciens alliés nationaux, l'Ouganda et le Rwanda, ont commencé à soutenir ces rebelles. Cependant, Kabila a trouvé de nouveaux alliés en Angola, au Zimbabwe et en Namibie, qui ont tous envoyé des troupes au Congo afin de soutenir la répression de Kabila. Tout cela a été la genèse de la Seconde Guerre du Congo, qui a dévasté le pays et dont les effets se font encore sentir dans toute la RDC. Pour Laurent Désiré Kabila, ses capacités de survie lui ont bien servi en exil, mais l'ont abandonné une fois qu'il a aménagé au palais présidentiel. Ce sont plutôt les Kadogo de Kabila qui ont appuyé sur la gâchette qui a conduit à la mort de leur patron. On dit que les Kadogo croyaient que Kabila les avait trahis. Kabila croyait que les Kadogo, qui l'avaient servi loyalement depuis sa rébellion en 1997 contre Mobutu, étaient totalement loyaux. Il avait une croyance aveugle en ses enfants soldats. Cependant, il a surestimé leur loyauté. Certains des Kadogo qui avaient défilé pour soutenir Kabila en 1997 ne lui avaient jamais pardonné d'avoir tué leur ancien chef, Kissassé Ngwadou. Ainsi, le complot visant à tuer Kabila a commencé début janvier 2001, lorsqu'un groupe dissident de Kadogo s'est rendu à Brazzaville, en République du Congo, et rédigé un document énonçant l'opération Bongo Zero. Bongo est un mot swahili pour bufflon, une référence à la stature physique de Kabila. On dit que le plan était que les conspirateurs s'infiltrent dans des positions stratégiques à Kinshasa, la capitale de la RDC, y compris le palais présidentiel, la station de radio et de télévision nationale et le siège de la compagnie d'électricité du pays. L'ensemble du complot impliquait quelques gardes du corps de Kabila au palais présidentiel, dont beaucoup ont été arrêtés après le meurtre. La veille de l'assassinat de Kabila, il avait été témoin de l'exécution de 45 Kadogos, tous soupçonnés de comploter contre lui.
Voici donc une version des événements qui se sont déroulés en cette nuit fatidique du 16 janvier 2001. On raconte que le jeune assassin de Kabila est entré dans le bureau du président, alors que Kabila discutait avec un conseiller à propos d'un sommet imminent avec la France, qu'il espérait être son salut politique. L'assassin s'est penché sur Kabila, supposant que l'adolescent voulait lui parler et a alors sorti un revolver et a tiré 4 fois sur le président, puis s'est échappé avec d'autres conspirateurs, pendant que le palais présidentiel résonnait de coups de feu. 2 jours plus tard, les responsables congolais ont annoncé la mort de Kabila. Son fils Joseph Kabila, alors âgé de 28 ans, est devenu le prochain président du pays. Après les événements de cette nuit fatidique, le 16 janvier 2001, un ancien collaborateur de feu le président congolais, Laurent Désiré Kabila, le colonel Idi Kampa, a été condamné à mort pour avoir tué le président. Un autre haut responsable et son garde-corps ont été impliqués dans le meurtre. Le colonel Idi Kampa était le bras droit de Laurent Désiré Kabila et le chef d'état-major de l'armée. Idi Kampa et Georges Leta ont été reconnus coupables d'avoir été le cerveau de l'assassinat ainsi que plusieurs autres membres de l'équipe du défunt président. 20 ans plus tard, en janvier 2021, les hommes reconnus coupables de l'assassinat de Laurent Kabila ont été graciés par l'actuel président de la RDC, Félix Tshisekedi. Cependant, la question de savoir qui était exactement derrière le meurtre de Kabila reste dans les annales de l'enquête. Le jour où vous attendez que Blaise prépare un coup d'État contre moi, ce ne sera pas la peine de chercher à vous y opposer ou même de me prévenir. Ça voudrait dire que c'est trop tard et que ce sera imparable. Il le connaît tellement de choses souvent que personne ne peut me protéger contre lui s'il voulait s'attaquer à moi. Il a contre moi des armes que vous ignorez même. Donc, s'il prépare un coup d'État, il faut là être vraiment fataliste. Il faut se laisser aller. C'est imparable. Mais au fond de vous, vous ne pouvez pas imaginer qu'il puisse... Non, non. C'est bon d'avoir un homme à qui on puisse dire tout, ou presque tout, en lui laissant le soin de deviner ce que vous n'avez pas eu le courage de lui dire vous-même. C'est bon. Mais c'est rare. C'est très rare. Et en même temps, c'est douloureux parce que ça implique sur l'autre une somme d'efforts pour jouer un rôle, être réceptif. Quand à 4 h du matin, moi je dis à Blaise de venir de Pau me voir, il faut que lui il accepte de passer toute la nuit avec moi jusqu'au petit matin à 6 h, 7 h, me détendre, me faire rire, me remettre à flot, et puis que je continue à travailler. Passant des nuits et des nuits et des nuits. Alors, ça signifie que lui, il ne faut même pas qu'il ait un problème. Il faut qu'il vive pour surveiller un malade ou je sais pas, enfin pour veiller. Et ça c'est fini. Quand j'y pense, je me dis mais enfin. Parce que qui lui aussi va s'appuyer, il faut bien que quelqu'un lui crée l'équilibre. Mais là je me réjouis. J'ai vraiment ça qui me console. C'est ça qui me console. Le 15 octobre 1987, dans un coup d'État qui marque un tournant dramatique dans l'histoire du Burkina Faso, Blaise Compaoré s'empare du pouvoir. Ce jour-là, alors que le pays se réveille sous un ciel chargé d'incertitudes, il éclipse la figure de Thomas Sankara, son prédécesseur charismatique et héros de la révolution. Et le PF est resté à l'intérieur, il dit que c'est de lui qu'on avait besoin. Il est sorti les mains en l'air. Et puis la suite.
Compaoré, jusque-là un acteur secondaire dans l'ombre de la politique, devient le chef du nouveau gouvernement. Et un regret aussi qu'à un moment de sa vie, il ait pensé à nous liquider. Dommage. Ouais, c'est dommage. Il fonde alors l'Organisation pour la démocratie populaire, Mouvement du travail, ODPMT. Le parcours de Compaoré est marqué par des élections controversées. En 1991, après un scrutin très disputé, il est élu président de la République, malgré le boycott et les accusations de fraude de l'opposition. Il se maintient au pouvoir en remportant les élections de 1998, 2005 et 2010, consolidant son emprise sur le pays. Cependant, son règne commence à vaciller sous la pression croissante de la population. Les jours du 30 et 31 octobre 2014 sont particulièrement chaotiques. Des manifestants envahissent les rues de Ouagadougou, réclamant la fin de son long mandat. On est marre avec Blaise, on a marre avec Blaise. Qui sa vie, qui s'en aille, qui nous paie sa paix. Le Burkina n'a pas Blaise seulement. Le Burkina a des fils pour gouverner. Vive la révolution, vive le peuple burkinabé, à pas Blaise. Face à cette insurrection populaire, Compaoré démissionne après 27 ans à la tête du pays. Blaise Compaoré voit le jour le 3 février 1951 à Zignaré, un village pittoresque situé au nord de Ouagadougou. Aîné de 7 enfants, il est le fils de Bila Maurice Compaoré, un ancien tirailleur sénégalais ayant servi dans l'armée française depuis 1934 et de Tiga Thérèse Bougouma. Le père de Blaise Compaoré rentre au pays en 1947 pour devenir garde républicain, marquant ainsi le début d'une vie de famille enracinée dans un profond sens du devoir. Enfant, Blaise partage une existence joyeuse entre Zignaré et Boroumou. Les premières années de scolarité de Blaise se déroulent à l'école primaire de Gulongo, un petit établissement au cœur de Zignaré. Sa soif d'apprendre le pousse ensuite vers le collège Saint-Joseph des missionnaires à Fada Gourma, puis vers l'école normale de Ouagadougou où il brille en seconde. En 1972, il décroche un baccalauréat D avec brio, bien que ses succès scolaires masquent un tempérament parfois rebelle. Son engagement dans des mouvements de défense des droits des élèves le conduit à des confrontations avec les autorités scolaires. En 1971, après une manifestation estudiantine, Blaise se voit affecté d'office au contingent spécial de l'armée, une sanction qui paradoxalement s'avère être une bénédiction pour lui. Depuis son jeune âge, il rêve d'une carrière militaire influencée par le parcours de son père. La chance se présente sous la forme d'une affectation à la garde du président de la République, Aboubacar Sangoulé Lamizano. En septembre 1973, ce qui semble être un rêve devenu réalité se concrétise lorsque Blaise réussit le concours d'entrée à l'école militaire interarmée du Cameroun. Son parcours militaire se distingue par une série de stages internationaux. Il se spécialise à l'école d'infanterie de Montpellier, suit de sa formation d'instructeur commando à Mont-Louis, Collioure, en Allemagne ainsi qu'à Briançon et Mont-Genèvre. Il poursuit son perfectionnement avec un stage dans les troupes aéroportées de France et une formation d'instructeur parachutiste à Rabat, au Maroc. En mai 1978, Blaise Compaoré est affecté à la compagnie d'intervention aéroportée CIA de Bobo Dioulasso, un poste qui marque le début d'une nouvelle étape dans sa carrière militaire. 2 ans plus tard, il est transféré à Ouagadougou où il assume le rôle d'aide de camp du chef d'état-major des armées, une position prestigieuse qui témoigne de sa montée en puissance dans l'armée. En janvier 1981, Blaise Compaoré prend les rênes du Centre national d'entraînement commando, CNEC, de Pau. Ce centre situé dans un paysage d'arbres et de sable devient le théâtre de son développement en tant qu'officier. Au début de l'année 1982, il se rend à Pau, en France, pour un stage spécialisé qui affûte ses compétences en tant qu'officier parachutiste. Ce perfectionnement se traduit par l'obtention de ses galons de capitaine la même année, marquant une étape importante dans sa carrière. Le début des années 1980 est également une période marquante sur le plan personnel. En 1985,
Blaise Compaoré épouse Chantal Terrasson de Fougères, une jeune femme métisse franco-ivoirienne. Après avoir complété ses études militaires en Algérie, Blaise Compaoré se retrouve au cœur d'un tournant dramatique dans l'histoire du Burkina Faso. Le 15 octobre 1987, surnommé le Jeudi Noir, il mène un coup d'état sanglant qui met fin au règne de Thomas Sankara, son prédécesseur. Ce jour-là, sous un ciel chargé de tensions, le président Sankara est assassiné et Compaoré se saisit du pouvoir. Plus tard, il qualifie le meurtre de Sankara de malheureux accident et accuse son prédécesseur d'avoir trahi l'esprit de la révolution. Avec l'arrivée au pouvoir de Compaoré, une nouvelle ère commence, marquée par ce qu'il appelle une rectification de la révolution. Cette politique s'avère en réalité être un retour à des relations plus normales avec la Côte d'Ivoire et implicitement avec la France, les relations avec ces pays s'étant détériorées sous Sankara. Cependant, la prise de pouvoir de Compaoré est également marquée par des actions brutales. Très rapidement après son ascension, il élimine deux de ses anciens compagnons du gouvernement de Sankara, les capitaines Henri Zongo et Jean-Baptiste Boukari Lingani. Accusés de comploter contre le nouveau régime, ils sont exécutés, renforçant ainsi la mainmise de Compaoré sur le pouvoir. Les accusations pesant sur Compaoré concernant l'assassinat de Thomas Sankara ne tardent pas à faire surface. Mariam Sankara, la veuve de l'ancien président, dépose une plainte contre le Burkina Faso cherchant justice pour la mort de son mari. En avril 2006, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies condamne le Burkina Faso pour avoir refusé d'enquêter sur les circonstances de l'assassinat et de poursuivre les responsables, soulignant la gravité de l'inaction face à ce crime. En septembre 2008, des révélations viennent jeter un nouvel éclairage sur cette affaire lorsque Prince Johnson, ancien seigneur de guerre libérien, affirme que ces hommes avaient participé à l'assassinat de Sankara sur l'instigation de Compaoré, ajoutant une nouvelle couche de complexité et de controverse à ce chapitre tragique de l'histoire burkinabé. Le 1er décembre 1991, Blaise Compaoré est élu président de la République du Burkina Faso, malgré un boycott massif des principaux partis d'opposition qui protestent contre sa prise de pouvoir jugée illégale. Ce boycott se traduit par une participation électorale exceptionnellement faible de 25%, reflétant la profonde instabilité politique et le mécontentement populaire. Le 15 novembre 1998, Compaoré est réélu pour un second mandat. Puis après cette victoire, le climat politique s'étend davantage avec l'assassinat du journaliste Robert Zongo. Ce meurtre orchestré par des membres de sa garde rapprochée sur l'instigation de son frère François Compaoré suscite une vague de choc et de révolte au sein de la société burkinabé. En août 2005, Compaoré annonce son intention de se présenter à la présidentielle suivante. Cependant, l'opposition dénonce cette intention comme anticonstitutionnelle, arguant que l'amendement constitutionnel de 2000 qui limite les mandats présidentiels à 2 et réduit leur durée de 7 à 5 ans devait empêcher sa candidature. Les partisans de Compaoré contestent cette interprétation, affirmant que l'amendement ne peut être appliqué rétroactivement. En octobre 2005, le Conseil constitutionnel tranche en faveur de Compaoré, jugeant que l'amendement ne s'applique pas avant la fin de son second mandat. Nous sommes le 13 novembre 2005. Compaoré est réélu avec 80,35% des voix face à 12 autres candidats. Malgré les efforts de 16 partis de l'opposition qui s'étaient alliés pour le déloger, leur coalition s'est dissoute, faute de consensus pour désigner un candidat unique, permettant à Compaoré de prêter serment pour un nouveau mandat le 20 décembre 2005. Le 25 novembre 2010, Blaise Compaoré est réélu dès le premier tour avec 80,15% des suffrages pour un dernier mandat. Les tensions montent à nouveau le 22 février 2011 après la mort d'un élève battu par des policiers à Koudougou. Les manifestations demandant une enquête sur cette mort et dénonçant l'impunité des violences policières sont violemment réprimées. En mars, ces manifestations dégénèrent en émeutes et en avril, des mutineries éclatent au sein des forces de l'ordre de l'armée et des CRS.
La contestation se poursuit de manière diffuse tout au long du mois de mai, illustrant une crise croissante contre le régime de Compaoré. Dès le début de l'année 2014, le régime de Blaise Compaoré est secoué par une pression croissante. Syndicats et étudiants envahissent les rues presque chaque mois, exprimant leur mécontentement grandissant. Le 30 octobre 2014, cette tension explose en une vaste révolte populaire qui embrase Ouagadougou et d'autres villes du pays. Le principal catalyseur de cette crise est le projet de Compaoré de se présenter pour un 5e mandat consécutif en 2015. Pour cela, il cherche à modifier l'article 37 de la loi fondamentale qui limite le nombre de mandats présidentiels. La perspective d'un changement de loi alimente la colère populaire. Des manifestants se rassemblent en masse autour du Parlement et d'autres bâtiments publics. En réponse, les forces de sécurité déploient des matraques, tirent des balles et utilisent des gaz lacrymogènes pour disperser la foule, entraînant la mort d'au moins 30 personnes. Malgré la répression violente, environ 1500 manifestants parviennent à franchir les cordons de police et mettre le feu au Parlement avant de prendre le contrôle de la télévision nationale. Sous la pression croissante de la rue et des militaires, Compaoré est contraint de dissoudre le gouvernement et annonce qu'il renonce à modifier la constitution. Le lendemain, il abandonne le pouvoir, incapable de compter sur le soutien militaire. Le chef d'état-major des armées, Honoré Traoré, annonce alors la création d'un organe de transition chargé de gérer les affaires du pays avec pour objectif de restaurer l'ordre constitutionnel dans un délai de 12 mois. Le 31 octobre 2014, avec l'aide des autorités françaises et après avoir informé les partis d'opposition favorables à l'opération, Compaoré trouve refuge en Côte d'Ivoire, soutenu par le président français François Hollande. Après un bref séjour au Maroc en novembre 2014, il retourne en Côte d'Ivoire où il obtient la nationalité ivoirienne. En exil, Compaoré vit avec son épouse Chantal, sa fille Djamila et une partie de sa belle famille dans une villa luxueuse du quartier Cocody Ambassade, entre le Sofitel Hôtel Ivoire et l'ambassade d'Arabie Saoudite. Le 1er octobre 2016, près de 2 ans après sa chute, la justice burkinabé abandonne les charges liées à la tentative de modification de la Constitution, mais maintient celles concernant la répression des manifestations. En mai 2021, pour la première fois depuis son exil, Compaoré rencontre à Abidjan Zéphérin Diabré, ministre burkinabé de la Réconciliation nationale. La possibilité d'un retour à Ouagadougou est discutée où il pourrait être jugé dans l'affaire Sankara. Le 6 avril 2022, alors qu'il est toujours en Côte d'Ivoire, il est condamné par Kouchimas à Ouagadougou à la prison à perpétuité pour complicité d'assassinat et atteinte à la sûreté de l'État, en raison de son coup d'État contre Thomas Sankara et de l'assassinat de ce dernier. En juillet 2022, après plus de 8 ans d'exil, Blaise Compaoré rentre brièvement au Burkina Faso et rencontre pour Henri Sandaogo Damiba, le président de la junte au pouvoir. Bien que condamné à perpétuité dans le procès Sankara, Compaoré n'est pas arrêté. Il retourne en Côte d'Ivoire où à la fin du mois, une lettre de sa part est rendue publique. Dans cette lettre, il demande pardon au Burkinabé au nom de l'intérêt supérieur de la nation sans toutefois préciser les crimes qu'il reconnaît. C'est la fin de notre vidéo. Merci et à la prochaine.